Enfin, si quelques-uns, mais c'est plus rare. Bon, je ne sais pas si vous avez envie de parler après ce film. Je ne sais pas si ces commentaires vous ont intéressé ou si j'ai trop jacté. Du tout. Mais enfin bon, ça vous donnait certaines données aussi. Depuis 2000, il a renoncé, c'était sa marque de fabrique. Il y avait 5 minutes d'historique dans ses films, et puis le reste était moderne, au milieu du film. Parce que ce qu'il voulait, c'était refaire Cabiria, le film sur les guerres puniques de Pastrone, qui n'est pas terrible d'ailleurs. Et donc on ne sait pas si ce qui l'intéresse, c'est le rapport du passé et du présent, ou si c'est le passé en lui-même. Je ne sais pas, je crois que c'est le rapport du passé et du présent. Donc il y avait des épisodes comme ça, et au beau milieu du film, on revenait aux Romains, ou on revenait à Babylone. C'était sa marque de fabrique. C'est aussi parce que son producteur, la Paramount, râlait un petit peu, parce que ça coûtait cher, le recours au passé. Alors on lui donnait comme ça un petit joujou comme ça, t'as le droit de faire 10 minutes d'antique. Bon, ben je vous laisse parler, je parle trop. Oui. Vous avez parlé de deux, donc c'est vraiment, c'est un fondu, un chenet extrêmement intéressant. Oui. Et vous avez dit qu'il y en a un autre, lequel? C'est dans Ruby Gentry de King Vidor. Le passage de la nuit d'amour supposée au marais. Moi, je vais prendre une position plus frontale par rapport à vous. Là, c'est plus franc. Oui. Vous avez à plusieurs reprises utilisé le mot culotté. Ah oui. Alors c'est vrai, moi je l'avais déjà vu le film, alors merci beaucoup pour tout ça. Grâce à vous, on revoit le film, on le voit pour certains. Moi je me suis juste posé la question, je me suis dit quand même, moi si je vous renvoie la chose, mais vous êtes très culotté de nous avoir montré celui-ci plutôt que d'autres qui étaient peut-être plus accessibles, comme les comédies sur le remariage, ou même celui que vous avez cité qui est admirable, le Godless Girl, ou encore d'autres. Mais c'est vrai que choisir celui-ci, ou même encore Volga, enfin les Bateliers de la Volga, ou le Golden Bed que vous citez comme des films que vous aimez particulièrement, choisir celui-ci, c'est quand même extrêmement gonflé. Donc merci beaucoup. Merci, merci, merci. Oui, après celui-là, Denis a plus fait de recours à l'histoire, il n'y a plus de... parce qu'il était allé trop loin. Donc il s'est un peu rangé. Encore, il y a des rapports indirects dans... qu'est-ce que c'est? Dans Madame Seton, il y a une orgie, enfin une grande fête, dans un zeppelin. Vous savez ce que c'est qu'un zeppelin? Il y a la cata, et puis après on a c'était une fête déguisée, donc on a la modernité pour l'époque du zeppelin, enfin maintenant c'est plus moderne du tout, et puis après on a des personnes déguisées, quelqu'un qui est déguisé en Henri VIII qui tombe dans le ciel avec un parachute, et puis après
on se retrouve à Harlem où il y a des noirs qui jouent comme ça au dé. Et autre chose, il y a la bimbo des films qui tombe dans la verrière d'un établissement où il y a des gens qui performent leur travail musculaire et là des héros qui tombent dans une fosse au lion d'un zoo. Donc il y a à la fois le très moderne, l'ancien avec Henri VIII, la fausse Henri VIII, et puis le quotidien, si vous voulez. Bon, il y a d'autres questions, là je parle trop. Oui, c'est vrai, déjà, merci pour votre présentation et vos commentaires. Et en fait, je me demandais, tout à l'heure, vous aviez cité des films comme Les Trois Lumières ou Intolérance, qui avaient un peu cette forme de narration. Bitemporalité. Oui, et je crois d'ailleurs, il y avait aussi un film suédois, je ne sais plus si c'était de Maurice Stiller ou de Sjöström, qui avait aussi ce genre de choses, genre où il mettait le parallèle de deux femmes qui vivaient à deux époques différentes et qui datent aussi de ces années-là. Du coup, je me demandais en fait pourquoi dans ces années-là, il y a eu cette mouvance un peu de films qui justement mélangeaient les époques, en essayant de trouver des correspondances entre les époques. Oui, tout le monde a voulu améliorer Intolérance. Et je ne me souviens plus quel est le film dont vous parlez. Il y a des fois il y a des choses du même genre dans le Faust de Murnau, avec le vol à travers au-dessus de la terre qui établit cette différence. Satanas, j'en parle parce que j'ai vu le scénario, le film est perdu. On en trouve d'autres aussi. Il y a l'Arche de Noé. Je me souviens plus de Sjöström, c'est assez précis. Dans Stiller, de toute façon, il y a un rapport évident entre Stiller et 2000, parce que les comédies mondaines, on ne sait pas qui a influencé l'autre, mais Eroticon et les comédies les comédies de 2000 voguent dans les mêmes eaux. Alors il y a Gösta Berling peut-être, ou Gunnar Edes Saga de Stiller, qui peuvent rappeler ça. Ou Sangen on den Eltroda Blömen. Je ne sais pas comment on traduit en français. Le chant de la rivière rouge de Stiller, où il y a des fois des alternances. Et bien sûr le trésor d'Arnes, mais c'est à une seule époque, mais quand même ça fait une sérieuse impression. On peut tricher un peu avec Buster Keaton, The Three Ages. Ah oui, qui s'est moqué de tout ça, avec effectivement la roue de secours du carrosse de Ben-Hur. C'est pas Ben-Hur, peut-être qu'il imitait, je ne me souviens plus la date de Three Ages, mais qui a la roue de secours, comme les bagnoles. Ouais. Et puis Hawks aussi, qui se moquait beaucoup de 2000, l'a parodié dans un film de 1927. C'est Fake Leaves, où il y a un retour à l'antique. Mais Hawks se moquait beaucoup de 2000. Il dit c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, parce que lui, il était très discret. Alors que 2000 était. Il y avait une extravagance accusée et visible. Bon, des fois, chez 2000, il y a une extravagance
mais elle n'est pas évidente tout de suite. Elle est évidente dans la dernière scène de Land of the Pharaohs, avec l'enterrement de la traîtresse avec les eunuques qui pensent être couronnés et qui se retrouvent pour 10 ou 15 jours perdus avec 20 eunuques autour d'elle. Non, enfin, je parle autre. D'autres questions? Oui, à propos de Hawks dont vous venez de parler, j'ai lu cet après-midi, mais alors je pense avoir mal lu parce que vous n'en avez pas parlé, je ne l'ai pas vu au générique, que les titres auraient été faits par Hawks. Est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est une information Oui, j'ai lu ça dans IMDb, dans les bios de Hawks et ses entretiens, mais Hawks était assez vantard. Ah. Alors il a travaillé sur tous les films, sur Les Nuits de Chicago, Autant n'emporte le vent, etc. Et bon, il a certainement collaboré avec 2000, avec lequel il s'était mal entendu sur un tournage quand il était assistant, mais il a dit qu'il avait ajouté du comique au film. Or là, le comique est à l'image, et c'est pas pas tellement par les sous-titres. Et qu'il en a fait une comédie 2000 en écoutant Hawks, mais et que comme ça marchait, Hawks ensuite a recommencé à faire des comédies. Alors c'est totalement faux puisque toutes les comédies de Hawks de 2000 ont été faites avant Road to Yesterday, sauf la première partie de Madame Setan. Mais il y a beaucoup de gens qui exagèrent dans le cinéma, comme Hawks et Ulmer. J'avais pensé qu'il y avait un titre qui provenait de Hawks. C'est la comparaison des livres, des bandes dessinées, mais comme c'est à l'image, il y avait à peine besoin de sous-titres. Puis 2000 était un réalisateur de comédie, et on a fait 7 ou 8 qui sont remarquables, qui sont ses films les plus faciles pour le spectateur. Je me souviens toujours, en voyant ce film, je voulais raconter, j'ai une grande émotion parce que j'étais allé voir le film sans savoir de quoi il s'agissait. Un film de 2000, bon, je vais le voir, je ne sais pas combien de temps ça dure, je ne sais pas de quoi ça parle, mais effectivement j'étais stupéfait. C'est une attitude qu'on ne pourrait plus avoir maintenant parce qu'on est toujours informé sur un film avant de le voir. J'ai eu la même impression en voyant La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, mais plus encore en voyant The Road to Yesterday. Alors évidemment, le début est assez médiocre, mais c'est intéressant de partir sur le médiocre pour arriver à un sublime conceptuel qui n'est pas fait tellement sur... on frémit pas tellement avec les personnages, mais on frémit à l'idée en lisant le concept du film. Mais ça m'a été très dur de sortir de la salle quand je l'ai vu il y a 52 ans. Est-ce que Road to Yesterday, celui-là de 2000, a inspiré certains de vos films ou vous ont aidé à construire certains de vos films? Non, c'est difficile effectivement de partir de ce film. Mais il y a beaucoup de films de 2000 qui m'ont inspiré, par exemple The Sign of the Cross, avec le parcours du Lidanès qui va servir au bain de Popée. Ça m'a donné une des idées pour Jeunesse d'un repas. Partir de l'origine
pour arriver à la consommation. Et puis les travailleuses du thon avec les grandes machines, qui, c'est pas le thon mais c'est la même chose, qui fabriquent des outils, il y a un plan sur les fabriques de boîtes de thon à Dakar, dans Jeunesse d'un repas, et qui est piqué à Triomphe, un film d'avant où il y avait exactement la même chose. Et puis dans The Golden Bed m'a servi pour une scène du Prestige de la mort, où il y a le double jeu du personnage qui est partagé entre son attitude officielle et son attitude réelle. Dans Golden Bed, c'est la fille qui est au lit avec un amant et qui en Bavière entend les croquenots, les grosses godasses, les vibrames, parce que ce n'était pas encore les vibrames de son mari, qui revient de la montagne et qui se dépêche de tout changer pour que ça soit clean avant que le mari arrive. J'ai ça dans Le Prestige de la mort, où il y a le mec qui joue à double jeu. Il est dans un hôpital de fous, plus ou moins, et il y a un jeu entre sa fausse femme et les enfants qui arrivent. Ça, c'est piqué à Golden Bed. On doit en trouver beaucoup d'autres comme ça, mais c'est bien parce que personne ne trouverait le rapport. Enfin, je vous le dis maintenant, je peux, mais quand on copie, il faut absolument que ça soit un film tiré d'un autre genre. Mais si j'ai piqué beaucoup de choses à Hitchcock et à Buñuel. 2000, on doit en trouver d'autres, mais enfin, c'est ce qui me passe par la tête. Quand même, ce qui vous différencie, c'est que 2000, il a besoin de beaucoup de moyens quand même. Oui. Alors que vous, avec peu de moyens, vous pouvez faire aussi. Oui, effectivement, un peu moins de moyens, mais vous savez que 2000 a fait un film moins cher que les miens, et qui est peut-être son meilleur film, qui s'appelle Kindling, Le Petit Bois, et qui est, je dirais presque un film néo-réaliste. En fait, il est plus dickensien, mais il correspond assez au néo-réalisme, et on pense à Il Posto Dolmi, en le voyant. C'est la vie courante, avec la maîtresse et les domestiques. C'est tout feutré, simple, direct, et c'est très fort. Faire à la fois Kindling et The Ten Commandments, c'est le comble. C'est meilleur d'ailleurs Kindling, je pense. Parce qu'il y a des failles dans les 10 commandements. D'autres questions? Bon, je sais bien que le début, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais c'est bien de partir du médiocre pour arriver à cette hauteur. À mon avis, c'était pas volontaire, mais ça marche. C'est dommage qu'il y ait eu la coupure parce qu'on aurait mieux senti la continuité de l'évolution. Bon, d'autres questions? Alors, c'est pas une question, c'est juste aussi à la fois pendant votre présentation et dans ce que vous dites, comment vous arrivez à faire des liens et à vous souvenir de manière extrêmement précise et faire des références entre les metteurs en scène, les films, avec des scènes très très précises. Et dans votre livre, Oui. Sur 2000, c'est absolument époustouflant, les références que vous trouvez avec Lubitsch, avec Hawks, et à chaque fois dire ah ben ça c'était dans tel film 2 ans avant, puis ça c'était dans tel film 3 ans après. Voilà. Oui, mais c'est le travail du critique. Et Bien évidemment, sûr, il y a mais enfin, Lubitsch, il y a des influences pas directes. beaucoup à le faire. Hawks aussi. Parce qu'il y a une scène de Hattari
qui a été piqué sous le plus grand chapiteau du monde, et qui a d'ailleurs été piqué peut-être aussi à Stroheim. Pardon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attention absolument extraordinaire de votre part, justement, et qu'on retrouve dans vos films, aux détails, à, je dirais, l'immédiateté de ce que nous voyons et de ce qui est reproduit et de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Voilà. Et c'est ça que je voulais souligner. Bon, merci, c'est un travail qu'on doit faire, notamment, ça m'est arrivé d'enseigner, entre guillemets, le cinéma, et je faisais ça. On découvre des choses comme ça, par exemple, l'admiration de Rivette pour le film, je crois qu'elle se trouve un peu dans Nos Rois. Je suis pas sûr. Rivette disait détester 2000. Godard aussi. Il détestait vraiment. Enfin, peut-être pas tous les films, mais les films les plus coûteux, les films antiques. Oui. Par rapport au prestige de la mort, est-ce que Godard vous a parlé du fait que vous le tuez Non, je lui ai pas demandé. Le prestige de la mort est d'ailleurs un remake du film de 2000, The Whispering Cars. Un remake assez libre. Mais enfin, je lui ai piqué beaucoup de choses. Non, de toute façon, je pose pas trop de questions à Godard parce que il répond toujours à côté. Quelle scène de Atari? Eh bien, c'est tout simple. C'est le chasseur qui a été renversé par un rhino, je ne sais plus. Et puis donc, il lui faut du sang de son type qui est un type rare. On a exactement la même chose dans le plus grand chapiteau du monde, une scène entre Charlton Heston et Cornel Wilde, qui est dans le même cas, qui a un sang rare, et Charlton Heston a le même sang, si je ne m'abuse. Là, si on exagère un peu, le bras paralysé, c'est un peu le sport favori de l'homme, favorite sport, ou pour vous ça n'a rien à voir? Enfin, le bras paralysé, quand même, c'est étonnant dans le cinéma muet, non? Étonnant où? Non, le bras paralysé comme figure. Oui. Pour marquer un personnage. Oui, ça peut être manchot ou une jambe en moins. Ça traduit un manque sur le plan physique. Et il y a pas mal d'invalides comme ça dans le cinéma ou chez 2000. Il y a notamment, c'est dans la Bible, l'aveugle qui se met à voir soudainement comme dans la Bible, dans The King of Kings. C'est un vieux thème du cinéma. L'éclopé qui se met à marcher. Il y a aussi dans la réalité le film de... Comment il s'appelle je ne sais plus ce que je dis. Le film de Arthur Penn, Miracle Worker, où il y a la personne qui est complètement, Helen Walker, qui est complètement dépourvue de tout et qui elle ne voit pas, je ne sais plus ce qu'elle a, des handicaps majeurs, et elle arrive à vivre. Le cinéma américain était très friand de ça, parce que les gens avaient tout mis en Amérique, tout au moins les spectateurs aisés. On était souvent aisés en Amérique, sauf en 1935, et il y avait la peur de la maladie ou du handicap. Et ce thème a souvent été traité.
Alors, ce qui est le plus dur à subir, c'est au début, par exemple, tout ce qu'il y a sur Trixie Friganza, la vieille tante, vieille, enfin, la tante Harriet, la grosse tante Harriet, qui est un peu indécent, surtout par rapport à aujourd'hui, où on a une attitude plus sereine en face des obèses. Il n'est pas tout à fait obèse, mais enfin, c'était un thème du comique, et qui a toujours été très fort, et puis Hardy aussi, c'était ça. Mais on tolère plus facilement ça si c'est un homme que si c'est une femme. Donc c'était assez politiquement incorrect par rapport à aujourd'hui. Bon, ben, je crois qu'on peut finir, à moins qu'il y ait d'autres questions. Merci.